Chapitre 3, les semi-conducteurs. Bon, les semi-conducteurs, c'est super important parce que c'est avec ça que sont fabriquées toutes les pièces électroniques, les transistors, etc. Donc, évidemment, on les utilise aussi pour faire des résistances, mais toutes les pièces électroniques sont faites à partir de transistors, et donc on va voir un peu comment ça marche, les semi-conducteurs. Un conducteur a une certaine conductivité. On sait déjà c'est quoi un conducteur. Plus un élément laisse passer le courant en perdant peu d'énergie, meilleur il est conducteur. Donc dans ce cas-ci, ben, on va parler du nombre d'électrons sur la dernière orbitale, même si on ne devrait pas vraiment utiliser ce terme-là, mais juste pour dire les atomes qui sont les moins liés par le noyau. Donc, ça va dépendre de la quantité d'électrons de valence que va avoir cet élément-là. Et dans un cristal, si je mets plusieurs atomes du même type ensemble, bien évidemment, les atomes peuvent s'échanger des électrons, se partager des électrons. On va parler plutôt de bande d'énergie plutôt que de bande de valence dans ce temps-là. Les semi-conducteurs les plus communs, le germanium, le silicium, le carbone. Initialement, les pièces électroniques étaient faites en germanium plutôt qu'en silicium. Le silicium est meilleur, il est plus stable, on a un meilleur résultat quand on l'utilise dans certaines situations, mais initialement, le germanium était plus facile à purifier. Donc, avoir une version pure du germanium, c'était plus facile, et donc les premières pièces électroniques étaient faites en germanium. Évidemment, les techniques se sont améliorées et maintenant, les pièces électroniques sont faites de silicium parce qu'on est capable maintenant de fabriquer du silicium pur. On utilise le carbone principalement pour faire des résistances. Donc, toutes les petites résistances qu'on a au laboratoire, elles sont faites en carbone. Donc, évidemment, les semi-conducteurs aussi ont des électrons de valence. Dans le cas du silicium, le silicium a 4 électrons de valence. Ça veut dire que sur la couche, l'orbitale 3p, il y a 4 électrons sur la dernière couche, la dernière orbitale. Donc, quand je fais un cristal de silicium, qu'est-ce que j'observe? J'observe évidemment tous les atomes, c'est représenté en 2D, là, mais les atomes qui se partagent des électrons de valence. Fait que même si un atome tout seul n'en a que 4, mais s'il y a 4 voisins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager ces 4 électrons de valence avec 4 autres qui, eux, vont aussi partager un électron de valence. Et donc, chacun va avoir une dernière orbitale qui va être saturée. Donc, c'est plus stable quand on a un cristal comme ça ici. Évidemment, les électrons peuvent subir des collisions, recevoir de la chaleur, un photon qui passe par là, et donc l'électron peut gagner de l'énergie et donc ioniser l'atome. Mon électron, il peut devenir libre, il s'en va. Puis là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un électron libre qui est libre de se déplacer, de s'en aller un peu n'importe où, et ça laisse un trou. Donc, c'est comme ça qu'on va appeler ça carrément. Le trou, c'est un endroit où il manque un électron de valence. Donc ici, tout d'un coup, j'ai une orbitale qui est plus pleine. Ce qui veut dire que si j'ai un électron libre qui passe par là, il pourrait tomber dans le trou. Donc, c'est ça qui va se passer. En fait, mes électrons libres, ils vont recevoir de l'énergie de toutes sortes de façons. Mon électron, il va être éjecté, il va s'en aller et il va tomber dans un trou, pas très loin généralement, et ça va se faire très rapidement. Les électrons, ils sont négatifs, ils se déplacent, alors que les trous, eux, c'est un manque d'électrons. Ils vont se comporter comme une charge positive. Donc, une fois que l'électron libre se déplace, il tombe dans le trou, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Tout d'un coup, il y a un autre électron qui part, il est rendu ici, puis j'ai un trou qui est là, et là, cet électron-là va peut-être tomber dans un trou un peu plus loin, et ensuite, il y a un nouvel électron libre qui va apparaître, et ça se fait très, très rapidement et très naturellement. Là, à peu près à chaque microseconde, j'ai un électron libre qui retombe dans un trou, tout simplement. Si on met une différence de potentiel sur le cristal, qu'est-ce qui va arriver? Évidemment, si je mets un côté positif puis un côté négatif, qu'est-ce qui va se passer? Mes électrons vont être attirés par le côté positif, fait que mes électrons vont vouloir s'en aller ici vers la gauche. La gauche? Là, qu'est-ce qui va arriver? Mon électron libre, il devient libre, il s'en va tranquillement vers la gauche et tout d'un coup, il tombe dans un trou. Là, j'ai un autre électron libre qui apparaît quelque part, il s'en va lui aussi vers la gauche. Tranquillement, les électrons, ils migrent vers la gauche. On s'entend que c'est pas ça qu'ils font. En réalité, les électrons font un mouvement brownien, ils s'en vont dans tous les sens, mais ils migrent tranquillement d'un côté. Fait que si j'observais le mouvement des trous,
qu'est-ce que j'observerais? Bien, j'observerais que si mes électrons libres s'en vont d'un bord, c'est comme si mes trous s'en allaient de l'autre bord. Parce que chaque électron libre qui part puis qui tombe dans un trou plus loin, c'est comme si j'avais un trou qui avait changé de place. Ça revient au même. Donc, si j'avais un trou qui est ici puis qui est rendu là, c'est pas le même trou, mais c'est pas grave. C'est comme si mon trou se déplaçait. Fait qu'on va observer que les électrons dérivent d'un côté et que les trous dérivent de l'autre côté. Bon, c'est bien le fun, un cristal de silicium, mais ça ne sert pas à grand-chose comme ça. Donc, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va les doper. Donc, qu'est-ce que ça veut dire doper? Ça signifie ajouter des impuretés. Ça veut aussi dire ça dans la vie. Donc, si j'ajoute des impuretés à l'intérieur de mon cristal de silicium intrinsèque, ou pur, c'est la même chose. Donc là, on va dire qu'il est extrinsèque, pardon, mais en fait, je vais l'appeler toujours dopé, là, parce que c'est vraiment plus simple. Donc, qu'est-ce que ça signifie doper? Le dopage, c'est une méthode qui permet d'augmenter la conductivité du semi-conducteur en ajoutant ces impuretés-là. Évidemment, on ne met pas n'importe quoi. On peut mettre des atomes pentavalents, c'est-à-dire remplacer certains atomes de silicium, de mon cristal de tantôt, par des atomes qui ont un électron de valence de plus. Donc, si j'ai un électron de valence de plus, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va faire en sorte que je vais avoir sur la dernière orbitale un électron de trop. Fait que lui, il est vraiment moins lié que les autres et il va devenir un électron libre beaucoup plus facilement. Alors, si j'ajoute dans mon cristal de silicium des atomes d'arsenic, d'antimoine ou de phosphore, par exemple, bien, ce que je vais observer, c'est que je vais avoir un surplus d'électrons libres. Là, on s'entend, c'est bien important. Ça ne signifie pas que ce cristal-là est chargé négativement. Parce qu'évidemment, si j'ai ajouté un atome de phosphore qui n'a pas le même nombre d'électrons de valence, qui n'a pas non plus le même nombre de protons. Donc, c'est sûr que j'ajoute autant de protons que d'électrons quand j'ajoute un atome de phosphore. Et mon cristal reste neutre. Mais il y a plus d'électrons libres. Il n'y a pas plus d'électrons, mais juste plus d'électrons libres. Et on va dire que c'est un cristal de type N, parce qu'il y a des charges supplémentaires négatives. Si au lieu de mettre des atomes pentavalents, je mets des atomes trivalents, c'est-à-dire des atomes qui ont 3 électrons de valence. Et ce que ça va faire, c'est que je vais mettre cet atome-là à l'intérieur de mon cristal de silicium et je vais observer que maintenant, ma couche de valence n'est pas complète. Elle va avoir 7 électrons au lieu de 8. Parce que j'ai un atome qui a moins d'électrons de valence. Et donc, j'ai un trou. J'ai une couche de valence non complétée. Il y a un manque d'un électron. Il y a une place pour mettre un électron de valence. Et le fait de mettre des atomes trivalents, ça augmente le nombre de trous. Encore une fois, ça n'en fait pas un cristal qui est chargé positivement, ça en fait juste un cristal dans lequel il y a plus de place pour mettre des électrons libres. Donc, j'ai un surplus de trous. Et ça ici, c'est un cristal qu'on va dire de type P. Alors, si je prends mon cristal de type N, là, remarquez, j'utilise une petite notation comme ça ici. Là, si je mets un moins, comme ça, tout seul, pas de cercle autour, ça signifie juste que c'est mon porteur majoritaire. Mon porteur majoritaire ici, c'est mon surplus d'électrons libres dû à mon dopage de type N. Donc, c'est pas une zone qui est chargée. C'est juste qu'il y a plus d'électrons qui sont libres. Donc, je les représente comme ça ici. Et les trous, ben, je vais les représenter par les petits trous qu'on voyait tantôt. Donc, si je branche ça dans un circuit avec une pile, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, les porteurs majoritaires ici, mes électrons libres, vont être attirés nécessairement vers le côté plus de la pile. Et de la même façon, si j'ai un cristal de type P, ben, les trous qui sont ici vont être attirés par le côté moins de la pile. Bon, c'est pas les trous qui se déplacent pour vrai, mes électrons libres, parce qu'il y en a quand même, ils s'en vont vers la gauche et donc mes trous s'en vont vers la droite. Donc, on va les appeler les porteurs majoritaires, les électrons libres qui sont ici, les trous qui sont ici, pour ne pas les confondre avec des charges supplémentaires. Une diode, c'est quoi? Une diode, c'est quand je prends un cristal de type P puis un cristal de type N puis que je les colle ensemble. C'est ça. Ça, c'est une diode. Bon, évidemment, comme je l'ai dit, tout ça, c'est quand même électriquement neutre, mais j'ai un côté dans lequel on a un surplus
d'électrons libres. J'ai un côté dans lequel il y a un surplus de trous, donc ma zone N, ma zone P. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, il va apparaître un petit courant de diffusion. D'où est-ce que ça vient? Mais ça vient du fait qu'évidemment, mes électrons libres qui sont ici, là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils s'en vont partout, n'importe comment, ils suivent leur mouvement brownien, et il y en a quelques-uns qui vont nécessairement traverser de l'autre côté, juste parce qu'ils s'en vont n'importe comment. En s'en allant de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils trouvent plein de trous, alors ils tombent dans les trous. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, nécessairement, là, ils repartent pas. J'ai comme un surplus d'électrons qui va apparaître ici, puis il va manquer des électrons ici. Et donc, je vais avoir une zone chargée positivement, là d'où les électrons sont partis, et j'ai une zone chargée négativement, là où les électrons libres sont arrivés. Et je vais réellement avoir des zones chargées maintenant. Donc, cette zone-là au milieu, on appelle ça la zone de déplétion, elle va être non neutre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Quand j'ai maintenant une zone qui est chargée positivement à côté d'une zone chargée négativement, bien, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, je viens de créer une barrière de potentiel. J'ai un champ électrique qui apparaît entre les deux, puis il y a une différence de potentiel parce que j'ai maintenant deux zones chargées de signes différents. Donc, ça ici, c'est ce qui va se produire, ce qui va apparaître de façon naturelle si je mets deux cristaux, un P et un N, côte à côte. Et ça, c'est une diode. On dit qu'elle est non polarisée ici, ça veut juste dire qu'elle n'est pas branchée sur quelque chose. C'est juste, naturellement, si je mets ces deux cristaux-là côte à côte, il va se produire ça ici. La barrière de potentiel dans une diode comme celle que nous, on va utiliser, va être d'environ 0,7 volts. Donc, c'est sûr que ça peut varier un petit peu en fonction du dopage des deux sections, mais en général, c'est à peu près ça que ça va donner. Puis les diodes que nous, on va utiliser, c'est ça que ça va faire, donc 0,7 volts. Si on avait des diodes faites de germanium, on aurait plutôt une barrière de potentiel d'environ 0,3 volts. Si je branche cette diode-là avec une pile, donc ce qui va arriver ici, j'ai des électrons qui partent d'ici. Donc on va le brancher en direct ici. Là, ça veut dire que je branche le côté plus avec le côté plus, puis le côté moins avec le côté moins. Donc ça, c'est bien important parce que ce qui va se passer, c'est que j'ai des électrons qui vont partir d'ici, ils vont venir s'ajouter aux électrons libres qui sont là, et ils vont diffuser tranquillement à travers la barrière de potentiel. Là, on ne le voit plus tellement, mais le côté moins de la barrière de potentiel, c'était la bande mauve qui est ici, puis l'espèce de bande turquoise qui est juste à côté, qu'on ne voit pas tellement, c'est le côté plus. Donc en fait, la barrière de potentiel qui est ici se comporte comme une pile branchée à l'envers par rapport à celle-là. Mais comme c'est juste 0,7 volts, il suffit que la pile qui est ici soit de plus de 0,7 volts pour qu'il y ait un courant qui passe au travers de la diode. Donc on va observer une chute de potentiel de 0,7 volts dans la barrière, ici au milieu de la diode, mais sinon le courant va passer de façon habituelle. Donc, il y a quand même une certaine perte d'énergie, une certaine perte de chaleur qui va se produire ici. Et, ben oui, c'est ça, sous forme de chaleur la plupart du temps, là, toutes les diodes elles deviennent chaudes. Et il y en a certaines, comme les DEL, qui vont aussi émettre de la lumière. Donc, à la base, une DEL, c'est ça, une diode électroluminescente. On va en reparler un peu plus tard. Si, plutôt, je branche ma diode à l'envers, en inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, mes porteurs majoritaires qui sont ici, là, mon surplus de trous est attiré vers le côté moins de la pile. Puis mes porteurs majoritaires de ce côté-là, du côté N, mes électrons libres, sont attirés par là ici. Qu'est-ce qui va arriver au centre? Il va arriver que ma bande de conduction, la barrière de potentiel, va devenir de plus en plus large. Parce que mes trous et mes électrons s'éloignent de la zone de déplétion, ma zone de déplétion devient de plus en plus grande et le courant, il est carrément plus capable de passer. Ou du moins, tant que la pile est à un niveau raisonnable. Évidemment, si je mets une pile avec une différence de potentiel suffisamment grande, je vais réussir quand même à passer la grosse zone de déplétion qui va apparaître. Ce qu'on va dire en général à propos d'une diode, c'est que le courant passe dans un sens et ne passe pas dans l'autre. Ce qui est effectivement ce qu'on va observer, on va le faire au laboratoire, si on n'utilise pas des différences de potentiel trop élevées. Donc, le courant en inverse, pour réussir à faire passer le courant à l'envers, avec du germanium,
c'était trop grand. Donc, c'est un des désavantages, puis une des raisons pour lesquelles on a abandonné l'idée d'utiliser le germanium pour faire des diodes et pour faire des transistors par la suite. On va continuer à parler des diodes dans le chapitre suivant.